Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition des Windy City Stories, série de vidéos dans lesquelles on retracera l'histoire du basket à Chicago sous diverses formes, via les Chicago Bulls ou les équipes universitaires de la ville, des joueurs ou des joueuses qui sont nés ou ont joué à Chicago, mais ça peut être aussi un match en particulier, un record, une anecdote, bref, toutes les petites histoires qui font la grande entre la Balle Orange et Chicago. Dans cette première édition, nous allons retracer la création des Chicago Bulls ainsi que le rendez-vous manqué avec la superstar locale de l'époque, Casey Russell. Alors pour planter le décor, nous sommes en janvier 1966. Dick Klein et sa banque d'investisseurs négocient avec la NBA pour créer une nouvelle franchise de basket à Chicago. Mais le problème, c'est que la ligue n'est pas franchement enthousiaste à cette idée compte tenu des précédents échecs des équipes de basket dans la ville. Il faut savoir que dès le milieu des années 1920, plusieurs équipes se sont succédé dans les ligues professionnelles de l'époque, mais ont rapidement disparu les unes après les autres. Au niveau de la NBA, qui s'appelait BAA dans ses premières années, les Chicago Stags font partie de la saison inaugurale de la ligue en 1947 et vont même atteindre les finales cette saison-là, perdant contre Philadelphie, mais vont disparaître dès 1950. Il faudra attendre 1961 pour voir une autre équipe NBA dans la ville, les Chicago Packers, qui la saison suivante deviennent les Chicago Zephyrs, et qui la saison suivante déménagent à Baltimore pour devenir au fil des années ce qu'on connaît aujourd'hui comme les Washington Wizards. Du coup, malgré le souhait annoncé de la NBA d'ajouter des franchises aux 9 qui sont déjà en place, la Ligue va tenter de dissuader Dick Klein et ses investisseurs en leur mettant de nombreux bâtons dans les roues. Sans justification, le prix de départ pour créer une franchise va doubler, passant de 750 000 dollars à une somme de 1,5 million en dessous de laquelle la NBA refusera toute négociation. Une annonce qui va faire partir 3 des investisseurs du groupe de Dick Klein, qui avaient déjà tenté de racheter les Zephyrs en 1962 avant leur déménagement, mais ce dernier est déterminé et parvient à convaincre ceux qui sont encore avec lui de ne pas lâcher l'affaire et de payer, ce qui va surprendre la NBA. Néanmoins, la Ligue n'a pas fini de contrecarrer les plans de Dick Klein. Le commissionneur de l'époque, James Walter Kennedy, invite Klein et 2 de ses collaborateurs à New York pour passer devant le comité qui décide de valider ou non de la création d'une nouvelle franchise. Ce comité est composé notamment de 2 patrons d'équipe NBA, dont Ned Irish, le fondateur et président des New York Knicks, et il a une demande très claire. Pour obtenir une franchise NBA à Chicago, vous devrez faire une croix sur Casey Russell. Casey Russell est la méga star universitaire du moment. Le natif de Chicago faisait déjà parler de lui au lycée de Carver au sud de la ville avant de faire les beaux jours de l'université de Michigan. Lors de ses 3 saisons chez les Wolverines, il sera à chaque fois élu dans la All-American Team, le meilleur 5 universitaire, menant son équipe à 3 titres consécutifs dans la conférence Big Ten, ainsi qu'au Final Four 1964 et même en finale NCAA 1965, avec une défaite en finale face à Duke malgré ses 28 points. Lors de sa dernière année, en 1966, ses 30,8 points par match en font le 3e meilleur scoreur du pays et il sera élu meilleur joueur universitaire de la saison. Arrière-scoreur costaud pour sa taille d'1,93 m et n'ayant pas peur du contact, comme beaucoup de joueurs nés et formés à Chicago, doté d'un shoot soyeux qu'il peut déclencher de tous les coins du parquet, mais aussi capable d'assurer la main grâce à un très bon handle et une belle vision du jeu, il est régulièrement comparé à Oscar Robertson de par son jeu complet et fait saliver toutes les franchises NBA quand il se présente à la draft 1966. Quelques années plus tard, il sera même le premier joueur de l'Université de Michigan à avoir son maillot retiré. Plutôt pas mal pour un joueur qui n'a véritablement commencé à jouer au basket qu'à l'âge de 14 ans, car avant cet âge-là, ses parents lui interdisaient de traîner dehors. Mais malgré toutes ces qualités balle en main, il y a d'autres raisons qui poussent les équipes NBA à s'intéresser à Casey Russell. Avec son jeu spectaculaire et son charisme, il est un joueur populaire qui attire les foules et fait donc vendre des tickets. Lors de sa dernière saison à Michigan, le public est tellement nombreux pour l'acclamer que l'université annonce des plans pour construire une nouvelle salle de presque 15 000 places, soit plus du double de la précédente, qui s'appellera la Chrysler Arena, mais qui sera surnommée affectueusement la maison construite par Casey. Un sacré exploit pour cette université où le football US est beaucoup plus populaire à cette époque. Drafter Russell, c'est la garantie de faire venir du monde dans sa salle et Chicago en rêve à haute voix. Débuter une franchise avec dans ses rangs une superstar locale, ça permettrait non seulement d'obtenir quelques bons résultats, mais aussi d'assurer des revenus importants en poussant un petit peu sur la fibre locale. Et pour ce faire, ils espèrent obtenir le premier choix de la draft, comme ce fut le cas pour les Chicago Packers lors de leur création en 1961, la dernière fois qu'une nouvelle équipe a rejoint la ligue.
Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir Russell dans leur viseur, et lors de cette fameuse réunion dans les bureaux de la Ligue en janvier 1966, le patron des Knicks, Ned Irish, dont l'équipe est dans les bas-fonds du classement, voit l'opportunité d'écarter Chicago de la concurrence en leur signifiant que s'ils veulent une équipe pour la saison 66-67, ils doivent renoncer au premier choix de la draft et donc à Russell. Un nouveau coup dur dans les plans de Dick Klein, qui finit malgré tout par céder et obtient les droits d'avoir plus de joueurs mis à sa disposition de la part des autres équipes lors de l'expansion draft. Cette draft organisée à chaque fois qu'une nouvelle équipe rejoint la ligue, avec les autres équipes qui rendent plusieurs de leurs joueurs disponibles afin que la nouvelle équipe construise un effectif. Au final, Chicago aura le dernier choix lors de chaque tour de la draft, mais se voit officiellement attribuer une franchise le 16 janvier 1966 pour la somme de 1,6 million de dollars, un record à l'époque. Lors de l'annonce officielle, James Walter Kennedy déclare: La NBA est de retour à Chicago, mais pas Casey Russell. C'est plutôt glauque. Le plan de Ned Irish aura fonctionné plus que de raison, puisqu'au final, Casey Russell va bel et bien atterrir aux Knicks. La draft 1966 est la première de l'histoire où le premier choix est attribué à pile ou face entre l'équipe au pire bilan de l'Est, qui sont donc les Knicks, et l'équipe au pire bilan à l'Ouest, les Detroit Pistons, qui sont donc à l'Ouest à l'époque. C'est New York qui l'emporte en choisissant face, alors que Russell écoute son sort depuis une cabine téléphonique à Chicago. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que Détroit loupe Russell, puisque le tirage à pile ou face fait suite au territorial pick, une règle qui permettait à l'époque à une franchise de sécuriser des droits sur un joueur qui évolue dans une université à proximité, dans un rayon de 50 miles, en échange de son pick de premier tour de draft. Cette règle avait été mise en place pour permettre aux franchises de récupérer des joueurs populaires du coin et pousser sur la fibre locale et attirer plus de fans dans les salles, comme par exemple Oscar Robertson qui avait fait son université à Cincinnati et a été sélectionné par les Cincinnati Royals de cette manière. KJ Russell étant à Michigan, Detroit aurait pu l'obtenir sur ce territorial pick, mais cette règle a pris fin en 1965, donc un an plus tôt, et malgré les demandes du président des Pistons de maintenir cette règle jusqu'en 66, la NBA ne cédera pas. Ceci étant, les Pistons feront mieux que se consoler en sélectionnant Dave Bing, qui sera le seul joueur de cette draft à finir dans le Hall of Fame. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur ce sujet, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter les fameuses chroniques de Motor City. Un épisode est consacré à ce tirage à pile ou face et à la carrière de Dave Bing chez les Pistons. Mais revenons à KJ Russell. À New York, il va rapidement prendre ses marques et régaler le Madison Square Garden par son scoring régulier en sortie de banc, avec cette capacité de shooter d'un peu partout qui le rend très dangereux, même s'il évolue en tant qu'ailier et non plus arrière comme lors de ses années à Michigan. Il sera élu dans le meilleur 5 des rookies et New York retrouvera les playoffs. Il deviendra titulaire lors des saisons suivantes, même si une blessure à la cheville lui fera perdre sa place dans le starting five en 1969. Néanmoins, il aura un énorme impact lors de la conquête du titre 1970, le premier de l'histoire des New York Knicks, avec notamment un match à 20 points, 8 sur 14 au shoot, 8 rebonds et 5 passes décisives lors du Game 5 des NBA Finals contre les Los Angeles Lakers. En 1971, après 5 ans dans la Big Apple, Russell est tradé à Golden State et dès sa première saison dans la baie, il retrouve une place de titulaire et décroche sa première et unique sélection au All-Star Game, tournant à 21,4 points par match cette saison-là, la meilleure moyenne de sa carrière. Il connaîtra d'ailleurs ses meilleures années sur le plan statistique chez les Warriors, avant de partir aux Los Angeles Lakers en 1974, où il passera 3 saisons à sortir du banc et cartonner les défenses adverses, toujours avec ce mix de puissance et de finesse qui en fait sa renommée. À l'été 1977, il est libre de tout contrat et à 33 ans, il ne trouve pas d'équipe pour le signer car il est jugé trop vieux. Faut dire qu'à l'époque, il était rare de voir des joueurs encore dans la ligue à 34, 35 ans ou plus, comme on en voit beaucoup plus régulièrement maintenant. Pourtant, il sort d'une belle campagne avec les Lakers, auteur de 16,1 points par match à 49%. Et finalement, la boucle sera bouclée en janvier 1978 quand il signe aux Chicago Bulls. Un choix qui ne va pourtant pas ravir l'entraîneur de l'époque, Ed Badgers, qui juge quasi trop vieux, comme beaucoup de monde, mais espérait surtout un profil différent pour remplacer le départ à la retraite un mois plus tôt de son pivot Tom Boerwinkle, usé par les blessures. Cette histoire va créer des tensions entre l'entraîneur et la direction, et ça va se répercuter sur le terrain. À l'arrivée de Russell, Chicago affiche un bilan de 25 victoires et 20 défaites, mais va progressivement s'effondrer, notamment après la coupure All-Star, pour finir avec un bilan de 40 victoires, 42 défaites, et ils manqueront les playoffs. Après 36 matchs à 8,8 points de moyenne, l'histoire entre Casey Russell et les Bulls prendra fin rapidement.
Il est libre en fin de saison et jouera plusieurs années dans les ligues mineures, notamment en CBA, où il débutera une carrière d'entraîneur, remportant le trophée de coach de l'année en 1982. On le reverra 2 ans sur des bancs NBA en tant qu'assistant coach aux Atlanta Hawks entre 1988 et 1990. À désormais 78 ans, qu'il a fêté le 7 juin dernier, Russell sera pour toujours un joueur associé, un peu contre son gré quand même, aux toutes premières heures des Chicago Bulls. Ainsi se termine cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a instruit surtout. N'hésitez pas à donner votre avis, des précisions si vous en avez. Et on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode des Windy City Stories.